Amis des sondes différentielles, bonjour. Dernièrement, je vous ai présenté les sondes différentielles en général. Et là, je vais vous en présenter une en particulier, la Mixig DP113. En effet, moi je fouille souvent sur Banggood et j'ai trouvé cette sonde. Alors, comme je l'ai dit hein, dans ma dernière vidéo, les sondes différentielles, c'est quelque chose qui coûte très cher. Et celle-là, je sais pas qu'elle est pas chère, mais enfin, je veux dire, par rapport à ce qu'elle fait et par rapport à ses copines, on va dire, elle est pas chère. Et donc, bon, j'ai regardé aussi un peu sur le net où, bon, globalement, c'est pareil, il disait que pas forcément que c'était la super top, mais enfin que le rapport qualité-prix était bon. Et comme c'est quand même quelque chose qui est vraiment, comme je l'ai démontré, quelque chose de très intéressant et que celle que j'ai ne m'apporte pas toute satisfaction, eh ben j'ai décidé de la prendre et bien sûr d'en profiter pour vous la montrer. Alors regardons ça ensemble. Voilà ce qu'on reçoit, hein, toujours emballé dans un peu de mousse, hein, ce qu'on reçoit de Banggood quand on commande cette sonde. Hein. Bon, j'ai rajouté les autocollants, il n'y a pas les autocollants. Et donc ici, à l'intérieur, on a quelque chose de très simple. On a ici cette mallette là, qui a vraiment une impression de solidité de bonne qualité, hein, ici, Mixig. Et quand on ouvre cette mallette, ici, on a, hop, à l'intérieur, une petite notice ici en anglais. Ici, la sonde en elle-même, hein, qu'on va regarder de plus près, un câble USB pour l'alimentation, et ici, un certain nombre d'embouts. Hein, donc on a deux pinces crocodile, deux grippe-fil et deux pointes de touche ici, avec en bout ici, donc soit directement comme ça fiche banane, ou comme on peut le voir, quelque chose qui permet vraiment d'exposer vraiment le contact au minimum. Ce qui est assez logique, hein, tous ces trucs là on voit que c'est vraiment prévu pour une bonne isolation, et dans la mesure où c'est fait pour mesurer de la haute tension, c'est plutôt indiqué hein, d'avoir quelque chose ici de bien isolé. Et ici, on a la sonde en elle-même. Alors, on va la regarder d'un peu plus près. Donc ici, voilà, on va l'enlever, on va prendre ça. Et voilà, on voit que à la base, elle est équipée de fiches bananes de sécurité. Ici, donc, qui empêche en effet ici tout contact. Mais c'est fait pour pouvoir être branché, par contre, voilà, facilement ici sur les différents accessoires. Alors, on va déjà regarder la sonde. Voilà, alors, comme on peut le voir ici, donc il y a les deux fils d'entrée, hein, qui sont, ma foi, souples. Hein, voilà, est-ce que c'est du silicone? C'est un petit peu, ces trucs, c'est pas réellement du silicone, mais c'est quand même très souple. Hein, je vous ai déjà montré des fils comme ça, enfin ça voilà, hein, là, ici, donc l'impression globale de qualité, ma foi, est plutôt bonne. Et ici, donc, on a le câble qui va aller se brancher sur l'oscilloscope. Hein, on voit qu'ils indiquent que la sortie a une tension qui est toujours inférieure ou égale à 3 volts et que c'est prévu pour une impédance d'un mégot. Et ici, donc, le USB-B hein, qui va servir à l'alimentation, sachant qu'il ressorte ici l'USB, ce qui fait que si jamais on se branche sur l'USB de l'oscillo, par exemple, ça n'empêche pas quand même de brancher une clé ou ce qu'on veut. Ici, on a le choix du gain. Hein, voilà, qui montre quel est le gain qui est sélectionné. Et puis, voilà, hein, c'est vraiment quelque chose de très simple. Et on a ici aussi, hein, justement, les limites de maximum. Et on voit que ils disent qu'il ne faut pas dépasser 1300 volts donc de tension différentielle. Hein, et aussi en mode commun. Donc voilà, ça mérite d'être clair. Et il donne ici donc ce câble hein, qui va permettre donc de l'alimenter à partir de n'importe quelle source ici qui peut donner du 5 volts. Voilà, alors si on regarde un petit peu la notice, hein, donc ils indiquent ici le contenu de la mallette. Et bon, on va pas tout lire, mais ils donnent ici les principales caractéristiques, hein, sachant qu'elle existe en deux modèles. Hein, on voit ici un modèle 100 MHz, un modèle 50 MHz. Alors là, on va retrouver un petit peu de ces caractéristiques principales hein, dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Là, on va voir le temps de montée, hein, le temps de montée qui est intimement lié quelque part aussi à la bande passante.
On voit qu'elle atténue donc de deux façons, hein, soit x50 fois 500 ici, et qu'elle a une précision de 2%, qu'en x50 on peut mesurer jusqu'à 130 volts de tension différentielle et en x500 de 1300 volts. Ici, ils indiquent bien aussi la tension maximum en mode commun, qui est de 130 volts et aussi de 1300 volts en x50. C'est important, hein, ces deux valeurs. Hein, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo ce que c'était. On voit qu'il ne faut pas dépasser 1000 volts par rapport à la Terre. Hein. C'est par rapport aussi à la sortie, hein, vu qu'a priori on considère que la sortie est mise à la Terre. Ici. Alors c'est ça qui est un petit peu bizarre quelque part, vu qu'ils donnent que la tension max en mode commun c'est 1300 volts, et ici ils disent que c'est 1000 volts. Bon, quelque part, ça, je m'interroge un peu. Mais enfin, on va dire que c'est par rapport, surtout 4.2, à mon avis, c'est par rapport aussi aux accessoires, hein, c'est une norme hein, ici et ça. Ici, on voit la fameuse réjection ici en mode commun. Et alors là, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette réjection en mode commun, hein, eh ben, elle baisse avec la fréquence. Alors ça, c'est dû à des capacités parasites qui font que plus la fréquence va monter, plus ces capacités vont avoir une impédance faible, et plus ça va être difficile d'avoir un bon taux de réjection en mode commun. Alors, il y a des chances que ça, on va le voir dans les mesures. Ici, on voit l'impédance d'entrée. Hein. Alors ici, encore une fois, comme je vous ai dit, l'impédance d'entrée différentielle, un picot sur 10 mégohms, et 5 mégohms par rapport à la masse. En fait, elle est symétrique. C'est-à-dire que chaque entrée, en fait, elle est par rapport au mode commun, je veux dire, elle est de 5 mégohms. Et comme il y a deux entrées, ben, ça se met en série, et c'est ce qui explique ici les 10 mégohms. Donc la tension de sortie. Apparemment, ils disent que si jamais on dépasse la tension max, il y a les boutons qui clignotent, hein, qui l'indiquent, donc ça c'est plutôt sympa. Ici, ils donnent donc le USB. Alors, ils donnent la puissance sous forme de puissance. Enfin, le courant, ils ne donnent pas en ampères. Enfin, bon, 0,85 watts, on voit que ça consomme vraiment pas beaucoup. Bon, après, les dimensions, les trucs, l'humidité, enfin, les trucs classiques. Et voilà. Hein, alors, ils donnent, par exemple, ici, quelques conseils. Hein, pareil, on va pas tout lire. On la trouve, hein, cette doc, hein, de toute façon, sur le net assez facilement. Mais voilà, ils disent qu'il faut plutôt l'alimenter et la connecter au scope avant de mesurer. Alors ils donnent une astuce hein, qui est bien connue, qui disent que, enfin un des problèmes qui va sans doute poser des fois en haute fréquence quelques problèmes, c'est la longueur des fils ici. On voit qu'ils sont très très longs. Alors un fil comme ça, quelque part, c'est une self. Hein, une des façons d'améliorer la bande passante, hein, justement, c'est de les torsader, hein, c'est bien connu. Hein, c'est comme on voit ça dans les câbles téléphoniques, les câbles machin, le fait des torsadés, déjà ça améliore la réponse aux parasites en mode commun, justement. Il donne quelques indications pour améliorer ici les mesures. Alors quelque chose qui est aussi très important, ils disent que si jamais le 0 est pas bon, justement, en fait, on peut le recalibrer. Et ça, c'est très important. Hein, on va le mesurer, justement. Hein. L'idée, c'est avec les deux entrées ici qui sont court-circuitées, on doit avoir 0 en sortie. Et ils disent qu'il suffit de court-circuiter, justement, les entrées, de mettre en route la probe en appuyant 50 et 500 fois pendant 3 secondes. Bon, on va voir s'il y a besoin de le refaire. Enfin, donc voilà ici pour cette notice. Alors, ce que je vous propose maintenant, on va déjà justement faire quelques mesures dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, hein, ce qui va nous permettre de voir un petit peu la qualité. Et en même temps, c'est une question que j'ai souvent eue qui dit à quoi ça sert, par exemple, un générateur de fonction. Justement, on va en voir ici quelques utilités que grâce à un générateur de fonction, on va pouvoir faire un certain nombre de mesures. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir s'en servir pour réellement, par exemple, mesurer la tension secteur ou ici une alimentation à découpage. Pour mesurer avec justement le générateur, il faut faire attention à ne pas introduire d'erreur de mesure. Un générateur de fonction, souvent c'est fait pour sortir sur 50 ohms, donc si je mettais ici un câble coax directement, il faudrait que je le termine en 50 ohms avant d'attaquer ça, sinon le câble coax fausserait les mesures. Alors l'ennui c'est que ça c'est fait pour mesurer des tensions assez importantes, et en faisant ça je vais diminuer par 2 la tension max, qui est déjà pas, enfin
pas assez élevé pour faire de bonnes mesures ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser cet adaptateur, hein, qui est un adaptateur qui est justement fait directement ici pour ce genre de fiche de sécurité, mais directement à la sortie du générateur. Et alors, en faisant ça, donc je le charge pas en 50 ohms, mais en minimisant vraiment au maximum la sortie du générateur et directement l'attaque ici, ça va nous permettre, je pense, de faire des mesures en minimisant vraiment les erreurs. Alors, allons-y. Bien, alors allons-y pour les mesures. Bon, j'essaye pour essayer d'avoir une image moins floue. Là, je filme pas avec mon caméscope, hein, je filme avec mon appareil photo. J'espère, et je zoome pas, parce qu'apparemment, c'est quand je zoome qu'il y a que l'image est plus floue. Alors, on va essayer comme ça. Alors, premier test dont je vous avais parlé. Donc là, j'ai alimenté ici la sonde, hein, qui est branchée sur l'oscilloscope. Alors, on note que sur l'oscilloscope, hein, j'ai réglé ici, on voit le rapport de la sonde sur 50, de telle façon à ce que les tensions indiquées par l'oscilloscope soient bonnes. Mais on est d'accord que la vraie tension à l'entrée, il faut la diviser par 50. Hein. J'ai fait le premier test, c'est le fameux test du 0. Donc là, j'ai court-circuité l'entrée de la sonde. Et alors déjà, un truc qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a un niveau de bruit qui est relativement important. Bon, attention, hein, là, en x50, je suis quand même à 50 millivolts. Hein, donc, il faut aussi comparer ici ce qui est comparable. Mais enfin, voilà, il y a quand même un niveau de bruit relativement important. Alors, j'ai pourtant torsadé les fils et tout. Bon, maintenant, c'est toujours pareil. C'est une sonde haute tension. Hein, comme je l'ai dit, elle n'est pas faite pour aussi mesurer des tensions très faibles. Donc là, on voit, par exemple, si on a 1 volt par division, le niveau de bruit ici est acceptable. Alors par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le 0 est bon. Mais quand je l'ai branché la première fois, il y avait un décalage. Alors il n'était pas énorme, hein, mais il était de l'ordre de 500 millivolts. Et donc j'ai appliqué la fameuse procédure d'autocalibrage, et l'autocalibrage l'a bien remis à 0. Donc là, on peut dire que ce premier test ici, c'est bien 0. Alors ce qu'on va regarder maintenant, justement, c'est la tension, leur injection en mode commun. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ici sur la sortie du générateur, pour l'instant une onde, on va dire sinusoïdale à 50 Hz avec l'amplitude maximum que peut me donner ici le générateur. Voilà, donc c'est 20 volts crête-crête. Donc ici, je vais avoir ici cette tension. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la sortie entre la masse de l'oscilloscope. Voilà. Et ici, les deux entrées court-circuitées. Voilà, donc là, qu'est-ce que je fais pour mesurer cette tension donc en mode commun, hein, c'est que donc les entrées sont court-circuitées et reliées donc à la sortie du générateur. Donc normalement, je devrais avoir toujours 0. Ce qu'on peut voir, déjà ici, c'est qu'on devine quand même ici un petit peu le signal d'entrée, mais voilà, on voit que c'est quand même très faible. Et pareil, là, je suis sur la sensibilité quasiment maximum. Si on revient ici, on voit qu'il n'y a pas. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est augmenter la fréquence, par exemple, et au lieu de faire ça à 50 Hz, de faire ça, par exemple, à 10 MHz. Voilà. Ici, donc là, bien sûr, il faut que je balaye beaucoup plus vite. Et là, déjà, on voit que, comme l'indiquait la spec, c'est quand même beaucoup moins bon. Là, on commence à voir, hein, à voir. Alors déjà, il y a un putain de déphasage, hein, on peut le voir, mais on voit que la réjection en mode commun elle baisse, et comme j'ai dit, c'est normal, hein, c'est ce qui est indiqué sur la doc. Elle baisse, pourquoi? Parce que il y a ces capables parasites. Si maintenant je continue d'augmenter la fréquence, voilà, là, ici, je suis à 80 MHz. Ici, alors là, je suis obligé d'augmenter parce que là, même le gêné, il n'est pas capable de donner une sortie aussi grosse. Mais voilà, on voit ici que, pour le coup, ça s'améliore pas ici au niveau de la réjection. Et de toute façon, comme l'indique la doc, hein, ça ira de mal en pis. Enfin voilà, encore ici, là, on est quand même plutôt haut. Si on revient ici, par exemple, déjà à simplement 1 MHz, voilà, là, on voit que, pour le coup, c'est tout à fait acceptable, même avec une tension d'entrée, hein, qui est plus haute. Parce qu'il faut savoir que mon gêné rigole ici, passé à une certaine fréquence, il est plus capable de fournir les 20 volts crête-crête, donc ça baisse un peu. Enfin voilà, donc là, on a vu le test de la réjection en mode commun, et on voit que c'est, on va dire, c'est dans la spec, tout à fait acceptable, hein, surtout pour une saute haute tension, donc là-dessus, disons que pour moi, c'est acceptable et correct.
Voilà, alors maintenant donc on va regarder la sensibilité. Donc là j'ai un signal alternatif sinus ici de 10 millivolts là sur l'entrée à 100 kHz. Donc ici on voit bien que là le signal il est sur l'entrée, là il est noyé dans le bruit, il n'est pas tellement exploitable. Et maintenant je vais commencer ici voilà à augmenter la tension de sortie. Voilà, là par exemple pour info je suis à 100 millivolts et là on voit que à 100 millivolts, bon ça, on commence à voir quelque chose. Alors c'est quand même pas mal noyé dans le bruit, mais on va dire que on commence ici à voir le signal. Ici maintenant on continue là à augmenter. Voilà, là très vite on voit que ça s'améliore. Là par exemple 500 millivolts, tac. Voilà, là on voit que on commence à avoir quand même quelque chose de tout à fait acceptable, même s'il y a encore un bon niveau de bruit malheureusement. Mais maintenant voilà, donc là par contre j'arrive à 1 volt, et là ici à 1 volt, voilà, on voit que c'est plutôt bon. Ah, donc ça prouve que en gros la sensibilité en calibre maximum elle est de l'ordre de ça. Alors si je me mets par contre en x500, là voilà, là pour le coup on voit que ça baisse, hein. Pour info, quand on change de sensibilité, voilà, il y a un relais qui claque, hein, qui fait en fait l'atténuateur ici d'entre. Enfin voilà, ça montre que en gros on voit que partir, on va dire de là, on est à 500 millivolts par carreau. On va dire que c'est ça la sensibilité, on va dire maximum, enfin vraiment exploitable sans avoir trop de bruit. Et encore une fois, c'est une sonde qui est plutôt faite pour de la haute tension, donc enfin c'est dans les specs. Pour moi, c'est tout à fait acceptable. Si on veut vraiment mesurer des tensions plus faibles, il faut prendre des sondes différentielles qui sont plutôt adaptées pour ça. Ah, maintenant, on va pouvoir essayer de se faire une idée de la linéarité. Donc, une des façons de le faire, hein, on voit là, j'ai mis ici le signal maximum que donnait mon générateur, donc 20 volts. Et ici, on a donc en vert ici le signal à la sortie du générateur et en jaune à la sortie de la sonde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que si on les superpose, et ben voilà, on voit qu'ils se superposent parfaitement. Et d'ailleurs, j'ai mis en haut la différence entre les deux, et on voit que, bon, à part le bruit, il y en a très peu. Donc ça, c'est bon, ça veut dire que la linéarité, elle est bonne. Alors malheureusement, par contre, ce qui est gênant, c'est que comme j'ai pas assez, enfin, j'ai pas un générateur qui me permet de faire des tensions bien plus hautes, on travaille ici que sur une partie très très faible du spectre. Alors ça donne une indication, mais c'est pas réellement une indication qui dit que sur toute la plage, ça le fait bien. Pour faire ça, il faudrait disposer d'un générateur qui donne plus de tension. Donc là, on le voit bien ici pour ça. Alors, on peut le regarder avec une onde carrée. Voilà. Et là, pour le coup, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a quand même un petit dépassement. Hein, on le voit ici. Voilà. Qu'à ce moment-là, là, il y a quand même ici un petit changement. Et c'est normal, on va dire. Là, c'est dû justement au problème de la bande passante et du temps de montée qui, lui, ici, est limité. Et voilà, on voit bien là la fonction ici de différence entre les voies nous montre bien que la différence qu'on observe ici. Enfin voilà, ça je veux dire c'est pareil, c'était prévisible, hein, c'est pas vraiment un défaut ici. Donc si on revient maintenant là et par contre qu'on augmente la fréquence, hein, voilà, par exemple si je passe à déjà par exemple 5 MHz, voilà. Donc là, bon, on voit que c'est toujours bon, mais et quand même, on voit qu'il commence à y avoir aussi un petit déphasage ici. C'est-à-dire qu'à partir de 5 MHz, on voit que il y a quand même un écart ici de temps. Alors ça, c'est gênant, ça va être gênant. Je veux dire, si on s'occupe que de la forme du signal, c'est pas très gênant. Si on compare après le signal de la sonde avec un signal de référence qui lui ne passe pas par la sonde, ça peut être gênant. Alors après, bon, c'est pareil, ça dépasse un peu le cadre de la vidéo. Sur les oscilloscopes, on peut éventuellement compenser ici le retard dans certains cas. Mais enfin, ici, il y a quand même ici ce truc. Alors maintenant, là, je suis qu'à 4 MHz. Hein, si on pousse encore, alors je peux plus travailler parce que il est limité aussi en fréquence en mode triangle, mon générateur. Mais voilà, si là, par exemple, là, je monte, et c'est intéressant, là, par exemple, je suis à 50 MHz, voilà. Là, on voit que pour le coup, déjà, on commence à avoir une atténuation du signal, hein, et on voit que là, il y a un déphasage qui devient très très important. Donc, ça montre quand même un des défauts, je veux dire, un petit peu prévisibles de cette sonde, c'est que, ils disent que c'est une sonde de 100 MHz, ouais, c'est une sonde de 100 MHz, peut-être qu'on va dire et découvrir que
elle a une atténuation de 3 dB à 100 MHz. Maintenant, manifestement, sa réponse en phase, sa réponse en tension, ici, quand même, c'est quand même pas vraiment au top. Hein. On voit qu'à 50 MHz, il y a quand même ici des sacrés changements. Alors, si on pousse justement jusqu'à 100 MHz, allons-y, tiens. Voilà, là, je suis à 100 MHz. Donc là, on voit déjà qu'il y a une atténuation qui est quand même très forte. Hein. Je regarde ça avec un oscilloscope dont la bande passante est aussi de 100 MHz. Donc, je veux dire, si on voulait vraiment mesurer ça de façon correcte, il faudrait aussi que mon oscillo ait une bande passante très forte par rapport à celle de la sonde. Mais enfin bon, voilà, encore une fois, ici, ça montre quand même que c'est exploitable, mais que c'est pas forcément super précis. Jetons un petit coup d'œil justement à la bande passante. Donc là, c'est pareil, c'est pas le but de la vidéo, hein, mais j'utilise le système justement de vobulation. Et avec ce système ici de marqueur, en gros, là, je fais varier la fréquence en entrée de 100 Hz ici à 100 MHz ici. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que, on voit que, voilà, c'est pas vraiment linéaire, hein, qu'il y a un affaiblissement, et que, on va dire que si on regarde ici le marqueur, hein, le marqueur, donc je rappelle, c'est le signal ici, hein, c'est le front ici qui marque à quel moment et le marqueur. Et si ici, voilà, on change, voilà, on regarde que là, par exemple, le marqueur, il est à 10 MHz, voilà, et on voit que jusqu'à 10 MHz, c'est relativement constant, voilà, et là que ça commence à baisser, qu'il y a une sorte de creux ici, aux alentours de 40 MHz, que ça refait ici une sorte de ventre, là, vers 60, hein, voire même un petit peu plus, là, on va dire... voilà, ici, là, je suis à une sorte de max ici qui est à 65 MHz. Et après, ça se casse la gueule assez vite. Voilà, là, on voit que ça commence vraiment à baisser. Hein, là, 83, jusqu'à vraiment arriver quand même à... Enfin, pour moi, il y a même moins de 3 dB annoncés. Donc ça montre quoi? Ça montre aussi que... alors, ils ont marqué 100 MHz sur la boîte. Bon, ils ont marqué ça sur la boîte. C'est quand même pas vraiment une super... courbe. Bon, alors maintenant c'est pareil, c'est pas forcément facile à mesurer ça correctement, donc faut regarder les conditions de mesure et tout ça. Mais enfin bon, globalement quand même, hein, c'est quand même pas top. Voilà, si on regarde par contre la réponse de façon logarithmique, hein, qui est plutôt la façon générale ici qu'on a de remontrer les bandes passantes, et là on voit que c'est quand même meilleur, mais enfin bon, ça montre quoi encore une fois, hein, ici, que là on a quand même quelque chose de tout à fait acceptable. Et c'est ça, en gros, c'est jusqu'à 10 MHz, on va dire, on a vraiment une réponse quasi plate. Maintenant, encore une fois, c'est plutôt une sonde haute tension, c'est plutôt fait pour mesurer des aliments découpage, des trucs comme ça, où fréquence fondamentale, c'est dans les centaines de kHz, ces choses comme ça, donc d'avoir quelque chose qui a 10 MHz, on va dire, ça va être suffisant dans bien des cas. Maintenant, ça veut quand même dire que cette sonde, on peut pas vraiment lui faire une super confiance au niveau des temps de montée, de la forme des signaux et tout, pour des harmoniques, hein, ou des signaux, je veux dire, un petit peu au-delà des mégahertz, où là, c'est pas que ça marche pas, mais on voit quand même qu'il y a de la perte. Voilà, alors maintenant, ici, on va pouvoir très facilement utiliser vraiment comme une vraie sonde différentielle. Hein. Donc là, j'ai alimenté via, on voit la prise USB là, de l'oscilloscope. J'ai changé d'oscilloscope pour me rapprocher du secteur là. Donc là je suis sur ce Siglent SDS 1202XE, hein, que je vous ai déjà présenté. Et donc là j'ai bien réglé la probe sur x500. Et là je suis branché sur le secteur directement. Hein, donc ça, c'est clair que si je faisais ça sans sonde différentielle, j'aurais des gros problèmes. Mais là, avec cette sonde différentielle, voilà, je peux facilement mesurer le secteur. Et voilà, là il me donne bien une tension pic-pic. Là, il me donne une tension RMS de 247, hein, ce qui est vrai, qui est relativement élevé. Mais enfin bon, ici, quand je mesure, entre 241 et 242, il faut dire que j'ai un transfo moyenne tension à côté de chez moi, vraiment collé à la maison, et que je suis tout seul dessus, donc j'ai généralement beaucoup plus que les, on va dire, 230 volts standard. Et ici, voilà, fréquence 50 Hz, période 20 millisecondes, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple ici, où on voit qu'on peut mesurer le secteur. Alors maintenant, on va aussi faire, par exemple, quelques mesures sur une alimentation à découpage. Alors, je reprends cette petite alim à découpage, là, qui vient de je sais plus quoi, d'un lecteur, d'une imprimante, je trouve que c'est un lecteur DVD, que je vous ai déjà montré, et justement, tiens, on va se dire...
c'est intéressant, par exemple, d'aller mesurer ici, vers la sortie du transfo, ici, sur le primaire, bah, qu'est-ce qui se passe, par exemple, lors de la mise en route. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec un oscilloscope normal. Et là, bah, je vais le brancher et on va pouvoir essayer ça. Alors, je branche ça et on regarde ça. Voilà, donc là, j'ai branché ça là sur le primaire de la lime à découpage. Et alors, c'est vachement intéressant parce qu'en même temps, on voit un phénomène qui est assez marrant. Cette lime, elle n'est pas chargée. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle démarre et qu'elle se met en sécurité. Si par exemple on veut mémoriser ici, voilà, on voit très bien que ici ça démarre et le côté que ça se met en sécurité. Si je la chargeais, hein, là bon, j'ai pas le brochage, là, je vais pas le faire, mais on la verrait ici se mettre en route. Enfin voilà, bon, le but c'est pas du tout de faire une vidéo sur les ailes et découpage, mais c'est de montrer que là, voilà, par exemple, je peux regarder ça. Si on regarde ici l'amplitude peak to peak, c'est 208 volts par exemple. Voilà, et c'est pas du tout isolé du secteur. Donc encore une fois, grâce à cette sonde différentielle, je peux regarder ça de façon très très précise. Alors attention, hein, ce que protège la sonde, c'est l'oscilloscope. On est bien d'accord que là, l'oscilloscope, vu que c'est pas une isolation galvanique, mais il y a une très faible impédance, patati patata, c'est protégé. Donc, je peux tout à fait toucher ici la masse de l'oscilloscope. De toute façon, elle reste à la terre sans aucun risque. Donc là-dessus, je suis protégé. Ce que ça protège pas, hein, toujours, bah, c'est de faire attention à ce qu'on fait. Là, par exemple, hein, je vous avais montré les 10 commandements du bidouilleur secteur. Là, par exemple, il y a des règles que je respecte pas du tout. Le côté bricolage dans un gros bordel sur un coin de table, branché comme ça, vite fait, voilà. Ça, honnêtement, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais c'est vraiment, c'est pas bien. Et alors, pourquoi je vous montre ça? C'est justement pour montrer ce qu'il faut pas faire. Et surtout, bah, jamais se croire plus malin. D'ailleurs, je vais couper ça tout de suite. Voilà, parce que bah, si on respecte pas ça, sonde différentielle ou pas sonde différentielle, il y a toujours sur la partie ici du primaire des tensions dangereuses, hein, plus de 350 volts continus, et qui peuvent m'envoyer au paradis des électroniciens très très rapidement. Donc encore une fois, hein, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit, ils donnent des accessoires ici très bien isolés. Le fait d'utiliser une sonde différentielle, ça dispense pas du tout de faire attention. Mais ça permet de mesurer, comme on le voit avec un oscilloscope et sans risque pour l'oscilloscope, des tensions Bon, non le isolées. temps passe. Cette vidéo, j'explose mon temps max. Hein, là. Donc, je vais pas tellement parler de l'intérieur. Hein. Je vous mettrai en lien dans la vidéo un lien justement sur le blog de Dev. Hein. Alors, c'est malheureusement en anglais, mais où là, il y a eu toute une discussion, plein d'échanges. Hein, pour ceux qui voudraient plus de détails, on va dire, sur l'interne. Je vous mets ici une photo. Hein. On voit quand même qu'il y a du monde à l'intérieur. Et ce qui est surtout intéressant ici, c'est le circuit d'entrée, où on voit par exemple, hein, voilà, il y a bien 5 résistances, hein, de 1 mégaume de chaque côté en série, avec ici les condensateurs de compensation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut justement bien soigner, si on veut s'en faire une soi-même, ne serait-ce aussi que pour la sécurité, quoi. Bon, bah voilà, encore une fois, je parle, et bah, cette vidéo est encore un petit peu plus longue que ce que je souhaiterais. D'ailleurs, même Maurice s'est endormi. En plus, Maurice, il a des problèmes de mémoire. Il vient me voir, il me dit, je perds la mémoire. Je lui dis, depuis quand? Et il me dit, depuis quand quoi? Donc, en effet, je pense qu'il est grand temps qu'il ait une révision. Et d'ailleurs, j'ai reçu la base de sa future version, donc je vais pouvoir commencer à y travailler. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme d'hab, hein, je mettrai un lien vers l'objet sur Banggood pour ceux qui seraient intéressés par cette sonde, qui globalement, je trouve quand même sympa, hein, même si j'ai montré qu'elle avait quelques défauts. Je pense que pour ce qu'on attend d'une sonde haute tension, pour faire des réparations et des trucs comme ça, elle fait quand même bien le job. Donc globalement, je pense que c'est quand même un bon produit. Donc comme je l'ai dit, hein, que le grand diff vous protège de toute électrocution, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.